Bienvenue sur Hippocampe. Saison 2. Moi c'est Marie, votre hôte pour aujourd'hui et pour les prochains épisodes. Cette saison sera entièrement dédiée à la question du psychotraumatisme. Alors moi j'ai un parcours, une histoire émaillée de violences, différentes violences. Le risque d'être victime ensuite de violences conjugales est majoré parce que comme ça l'a été pour moi, on n'a pas les repères. On ne sait pas ce que c'est que quelque chose de sain, des rapports normaux, respectueux. Et d'ailleurs, on est souvent, quand on a été victime de violences, pas à l'écoute de soi-même. On n'a pas les petits radars qui s'allument. Ou alors, si on en a, on est très interprétatif. J'avais souvent tendance à me responsabiliser, mais à outrance, à me sentir responsable de ce qui pouvait arriver ou ce qui pouvait se passer. Plus de 320 000 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année. Des violences qui ne laissent pas indemnes et qui trouvent parfois une résonance avec des violences vécues dans l'enfance. Il est possible d'en sortir et d'apprendre à se reconstruire, pas à pas. C'est ce qu'a fait Emmanuelle. Emmanuelle a aujourd'hui 43 ans. Elle a vécu des années avec un homme violent avec lequel elle a eu 2 enfants. Ces violences conjugales se sont amplifiées lorsqu'Emmanuelle attendait son premier enfant. Dès l'annonce de ma grossesse, donc qui n'était pas prévue, donc je lui annonce un soir sur le canapé. On venait d'aller essayer le costume de mariage de mon père, donc pour dire qu'on était quand même, voilà, et on était dans notre nouvel appartement qu'on venait d'acheter. On était quand même un peu installés, et quand je lui ai annoncé cette grossesse, il a fait une tête dépitée, il n'a pas eu un mot aimable et agréable de la soirée. Et dès le lendemain, il m'a accusée d'avoir fait ça pour le piéger. Alors qu'on vivait dans un appart qu'on avait acheté, on se mariait quelques mois plus tard. J'avais pas beaucoup de références, mais l'idée de faire un enfant pour garder un homme, c'est pas un truc auquel je pense que c'est même pire. Donc c'est jamais une idée voilà. Et en fait, on m'a expliqué qu'en fait déjà là, il renversait la culpabilité. En fait, il savait que lui m'avait piégée à ce moment-là. Il savait que je pouvais plus rien, que je serais coincée. Et il le retournait en me disant que c'était moi qui l'avais piégé. Avec le recul, par exemple, d'accepter qu'un homme, quand vous lui annoncez que vous êtes enceinte de lui, et que voilà, c'est dans un couple, vous renvoie ça, et de pas être parti à ce moment-là, mais c'est le piège qui continue de se refermer de pire en pire, en fait, parce que c'est extrêmement violent. Comment le fait d'avoir des enfants, ça renforce les violences. Il y a 40% des violences conjugales qui démarrent au moment des grossesses. Et comment ensuite ça va vous empêcher de partir aussi. Dans la séduction qu'il avait opérée, il a beaucoup utilisé l'argent. Et moi, je venais d'un milieu qui était très mal à l'aise avec l'argent. C'est pas qu'il n'y avait pas d'argent, mais c'est que j'ai une famille très radin, et se faire plaisir avec l'argent, c'est très tabou. Et lui, ça l'était pas. Donc, il a beaucoup utilisé l'argent dans la séduction, et donc on s'est retrouvés à vivre dans un beau quartier, etc. Mais on s'est aussi retrouvés à ce que je sois mariée et à vivre avec lui, sans que je sois au courant du tout des revenus du couple, sans que je puisse décider des dépenses. C'était absolument pas partagé. C'était lui qui gagnait beaucoup mieux sa vie que moi, et c'était lui qui décidait comment il le dépensait, et il le dilapidait clairement. C'est arrivé qu'il claque le budget des vacances au début des vacances, parce qu'il aimait les grands vins, les choses comme ça, et c'est arrivé qu'il claque les choses très vite. Donc c'était sans arrêt du chaud et du froid, entre certains cadeaux, certaines choses qui étaient chères, belles, etc. Mais en fait, c'était toujours lui qui décidait si je pouvais avoir des sous ou pas. Et quand il fallait serrer la ceinture, c'était moi qui me serrais la ceinture. Donc les violences économiques et les violences psychologiques, elles sont quotidiennes, les violences psychologiques. Donc c'est les plus épuisantes, et puis c'est celles qui restent.
C'est des mots, c'est des phrases, c'est des humiliations et quelques violences physiques aussi, parce que ça va me pousser à bout. Et les violences sexuelles, parce que quand vous avez ce fonctionnement et que vous êtes dans la domination et que l'autre est un objet, c'est pareil, c'est lui qui décide de tout, ou quand, comment, et qui est dans le contrôle. On n'est plus dans le désir, on n'est pas dans la séduction, on est dans quelque chose qui est contrôlé, décidé par lui. Faire l'amour, c'est quelque chose où c'est une question d'égalité. On fait l'amour si on est sur un rapport d'égalité et dans le désir. Sinon, c'est autre chose. Comprendre et percevoir que ce que l'on vit relève d'une situation de violence et d'emprise est complexe. Surtout lorsque les conséquences des violences sont si difficiles à vivre au quotidien. L'entourage amical, relationnel ou professionnel n'est pas toujours alerte. Pourtant, cet entourage aurait un vrai rôle à jouer. Quand je suis hospitalisée et que j'arrive avec un œil au beurre noir, personne ne met les mots. Comme moi, je disais que c'était ma faute, parce que j'étais agressive aussi. Et d'ailleurs, je vais dire que j'ai des pulsions à l'égard de mes enfants, que j'ai peur, que je suis inquiète et tout. Ils vont se focaliser là-dessus. L'ophtalmo qui va m'examiner à l'hôpital par rapport à mon œil va me proposer un ITT, va me proposer de me faire un certificat disant que j'ai été blessée. Et je vais le refuser. En disant, mais c'est moi qui crée des problèmes dans la famille. Les mots n'avaient pas été mis parce que le jour où je suis éborgnée, là, je me réfugie chez une amie et elle ne mettra pas les mots non plus. Enfin, en tous les cas, elle ne me dira pas on va chez les flics, quoi. Je vous propose d'aller plus loin sur cette question de l'entourage, mais aussi de recontextualiser cette question des violences. Pour cela, j'ai contacté Salomé. Salomé est psychocriminologue. Je lui ai posé cette question. Si l'on a une amie, une collègue, une cousine, une femme que l'on connaît qui est victime de violences, que peut-on faire ? Je lui laisse la voix. Voici la chronique de Salomé. Lorsque l'on parle de violence dans le couple, nous plongeons au cœur d'une réalité souvent méconnue et tue, alors que pourtant très présente dans notre société. Commençons par quelques chiffres assez alarmants. Chaque année, des centaines de milliers de personnes en France sont victimes de violences conjugales. En 2022, c'est plus de 244 000 femmes qui ont déposé plainte pour des faits de violence dans leur couple. Selon la mission interministérielle pour la protection des femmes et la lutte contre la traite des êtres humains, aussi connue sous le nom de la MIPROF, une femme sur 6 serait victime de violences physiques ou sexuelles et plus d'1 sur 4 aurait subi des violences psychologiques dans son couple. Et pourtant, seulement un quart de ces femmes ont dénoncé ces violences aux forces de l'ordre. En 2023, une femme décède tous les 2 jours et demi, sous les coups de son partenaire ou ex-partenaire. Les enfants ne sont pas épargnés non plus. En 2021, selon un rapport rendu par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est près de 398 000 enfants qui vivaient dans un foyer où leur mère était victime de violences. Les violences dans le couple sont d'ailleurs considérées comme l'une des formes de maltraitance les plus graves pour les enfants. Et rappelons-le, les hommes peuvent également être victimes, représentant à peu près 15% des cas de violence dans le couple, que ce soit dans des couples hétéros ou homosexuels. Mais malgré ces chiffres, en 2022, seulement 177 000 personnes ont été impliquées dans des affaires concernant des violences conjugales et portées devant les juridictions compétentes, avec une nette prédominance d'hommes prévenus. Ces différents chiffres sont ceux connus de la justice. Il existe donc un chiffre noir assez important qui persiste puisque bon nombre de situations de violence dans le couple ne sont pas dénoncées. Maintenant, plongeons-nous dans le contexte autour des violences conjugales. La Convention d'Istanbul est un traité international élaboré par le Conseil de l'Europe dans le but de lutter contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, c'est-à-dire la violence dans le couple et la famille. Elle a été ratifiée en 2014 et a permis de reconnaître ces violences comme une problématique de santé publique. Elle définit et condamne ces violences comme une violation des droits de l'homme, avec un grand H, et une forme de discrimination à l'égard des femmes. Mais que dit la loi en France ? Les violences dans le couple sont interdites via plusieurs articles de loi. Le législateur a prévu des peines allant jusqu'à plusieurs dizaines d'années d'emprisonnement et plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende pour les formes de violence les plus graves. La conjugalité a été prévue au sens large dans la loi, puisque c'est la notion d'intimité qui définit le lien particulier entre la victime et l'auteur, comme une circonstance aggravante à la commission d'une infraction. Il est également crucial d'identifier et connaître les différentes formes de violence dans le couple.
Non, les violences conjugales ne sont pas de simples disputes dans un couple. La violence dans le couple n'a pas d'âge, n'a pas d'origine, n'a pas de catégorie socio-professionnelle, ni d'orientation sexuelle ou de genre, bien qu'effectivement les femmes soient largement surreprésentées en tant que victimes. La violence conjugale est une forme particulière de violence puisqu'elle est cloisonnée et très souvent cantonnée uniquement à la sphère privée. La violence dans le couple ne se limite pas qu'aux coups physiques. Elle peut revêtir différentes formes, psychologiques, verbales, économiques, administratives, sexuelles et même de la cyberviolence. Elle peut également aller d'humiliation à des insultes, à un homicide conjugal ou un suicide forcé, en passant par de la privation de liberté ou des comportements de surveillance et d'intimidation. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais toutes ces formes de violence sont couvertes par la loi et il est important de les identifier pour mieux agir. Alors maintenant, que faire si vous pensez que l'une de vos proches est victime de violences dans son couple ? Tout d'abord, soyez là pour elle. Offrez une oreille attentive, sans jugement, et rappelez-lui qu'elle n'est pas seule. Si elle vous confie son histoire, nommez les violences comme telles, sans les cautionner. Proposez-lui de contacter des services d'écoute spécialisés comme une association affiliée à Solidarité Femmes, en la contactant via le 3919 par exemple, ou un centre d'information des droits des femmes et de la famille, plus connu sous le nom des CIDFF, ou encore une association affiliée au réseau France Victimes via le 116 006 par exemple. Tous ces services peuvent offrir une aide psychologique, un accompagnement social et un accès à ses droits en tant que victime de violence. Encouragez-la à consulter un médecin pour constater les blessures, qu'elles soient d'ordre physique ou psychologique, et si elle le souhaite. Elle peut également demander une ordonnance de protection auprès d'un juge aux affaires familiales ou déposer plainte directement au commissariat de police ou en gendarmerie. Attention, l'établissement d'une main courante n'est pas possible en matière de violence dans le couple ou la famille. Rappelez-lui qu'elle dispose de droits, notamment en termes de protection via l'ordonnance de protection, comme on a pu le voir, ou de dispositifs de protection physiques comme les téléphones grave danger ou les bracelets anti-rapprochement. Elle dispose également de droits en termes sociaux, comme des aides financières ou des relogements d'urgence. Respectez ses choix même si elle ne souhaite pas envisager une séparation immédiate. La séparation, dans le cas des violences dans le couple, nécessite du temps et du soutien, car les conséquences psychologiques des violences sont dévastatrices pour les victimes. Pour sortir des violences, il faut reconnaître soi-même être victime de violences. Sauf qu'au-delà des blessures physiques, ces violences laissent des cicatrices profondes et durables dans l'esprit des personnes qui en sont victimes. Les violences psychologiques et verbales viennent ébranler durablement la confiance et l'estime de soi, à force d'humiliation et de conditionnement violent. Le contrôle coercitif exercé sur la vie de la personne victime mine sa perception d'elle-même et de sa valeur en tant qu'individu. Les sentiments de peur, d'isolement, de honte et de culpabilité ressentis par les personnes victimes peuvent les pousser à se replier sur elles-mêmes, à cacher leurs souffrances et à avoir peur de demander de l'aide. La manipulation psychologique exercée par le ou la partenaire violente peut également conduire la victime à remettre en question sa propre réalité, à douter de sa santé mentale et de sa capacité à prendre des décisions, la conduisant parfois jusqu'au suicide, rappelons-le. L'exposition répétée ou chronique à de la violence a des conséquences dramatiques en termes de santé mentale et peut engendrer des états dépressifs persistants, de la consommation de substances ou d'alcool pour s'anesthésier et mieux supporter sa situation, des troubles anxieux, voire des troubles de stress post-traumatique, plutôt de type complexe, des dissociations péritraumatiques, etc. Les enfants exposés à ces violences ne sont pas épargnés non plus, puisque près de la moitié d'entre eux présentent un état de stress post-traumatique. Les violences ont des conséquences en termes d'attachement chez l'enfant, mais également dans son développement en tant qu'individu. En conclusion, il est essentiel de rester disponible, d'offrir un soutien conditionnel et de respecter le rythme de la personne. Attention néanmoins à la question de la sécurité. La lutte contre les violences conjugales concerne chacun et chacune d'entre nous, car malheureusement, nous connaissons toutes et tous quelqu'un qui y est confronté. Vous venez d'écouter Salomé, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de psychocriminaux-sperber. Après plusieurs années de violence et d'emprise, Emmanuelle a mis fin à la relation conjugale. Il était important de construire un nouvel environnement pour elle et ses filles. Ce qui m'a porté pour partir, ça a été nos enfants, ils nous imitent, ils nous écoutent pas. Je peux pas leur apprendre théoriquement ce que c'est que l'amour, un couple, le bonheur. Si elles peuvent pas se construire dans quelque chose de sain, elles pourront pas avoir des relations saines. Donc les 2 premières années, déjà, on n'est toujours pas divorcés, ils négocient le moindre centime, c'est compliqué, etc.
Mes enfants, en fait, vivent mal la garde alternée. Elles sont toutes petites et elles sont ballottées par moitié de semaine. L'école commence à m'alerter. Ça commence à aller vraiment mal. Et il veut pas changer de mode de garde. Là, déjà, ça me met la puce à l'oreille. Il y a un truc qui me dérange, c'est qu'on s'était toujours dit qu'on ferait tout pour les enfants, et là, il écoute pas le mal-être des enfants. C'est pas normal. Et quand je finis par insister, je lui demande d'aller en médiation. 3 jours avant la médiation, il va emmener mes enfants déposer plainte contre moi pour des violences. Et donc là, c'est la violence de trop et c'est le déclic. C'est le déclic. Le problème, c'est que j'ai pas fait reconnaître les violences, du coup, avant d'être séparée. Et du coup, quand je vais les évoquer, parce que du coup, il va demander la garde, et moi, je vais la demander aussi, en disant ce que j'ai vécu. Et il va retourner la situation contre moi. Ça s'appelle le Darvo. Il va m'accuser, moi, d'être folle, moi, d'être violente, moi, de vouloir prendre les enfants pour moi et l'exclure. Et la juge, elle va tomber dans le panneau. On va avoir 6 signalements en tout. 3 plaintes, je ne sais combien de JAF, de juges. Enfin, en tous les cas, les procédures, elles vont être incessantes. L'instrumentalisation des enfants, il va être croissant. Ça va être de pire en pire. J'ai des enfants qui vont mal. Une jeune fille qui tombe en dépression, qui a des idées noires. Enfin, et moi, je suis sans arrêt au cours des procédures désignée comme le mauvais objet. Par le père, bien sûr, mais par les institutions. J'ai été contrainte à renoncer à la garde de mes enfants. Ça les rend malades, et moi aussi, parce que ça m'a concrètement rendue malade. Donc je suis en soins actuellement, je travaille à temps partiel, parce que ça rend malade, tout simplement. J'ai décidé de me préserver, et pas de les préserver, parce que ça les protège pas, mais au moins de plus être impliquée. C'est-à-dire de considérer que je n'y participe plus. Je sais qu'elles vont mal, je sais que ça continue d'être très compliqué, mais moi, je me suis mis en retrait. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je continue de me battre. C'est peut-être pas visible, encore moins de mes enfants, mais je continue de me battre, à plein de niveaux. Par le travail que je fais sur moi, et à d'autres niveaux. Je serai là à chaque fois qu'elles auront besoin de moi. Je serai là. Voilà. Je serai là, je les attends, et je suis prête, et je les aiderai, et je les aime terriblement. Elles sont pas vieilles. Je peux tout à fait plus qu'imaginer. Je sais ce qu'elles vivent, et je sais qu'on peut s'en sortir aussi. Et voilà. Emmanuelle nous parle de ce que l'on appelle les violences post-séparation. Différentes formes de violences qui sont exercées après la séparation avec un ex-conjoint et qui perdurent, entraînant un impact fort dans la vie de la personne qui les subit. Emmanuelle a tenu à ce que je vous dise que ces violences ne sont pas systématiques après une rupture, et que dans tous les cas, un avenir meilleur est possible. Des solutions pour être accompagnées existent. Comme l'a dit Salomé, le Centre d'information pour les droits des femmes et des familles peut être un appui sur le plan social et juridique. Il existe également de nombreuses associations d'aide aux victimes. L'impact psychologique est majeur. Comme le dit très bien Emmanuelle, ça rend malade. Il est nécessaire de pouvoir trouver des professionnels formés aux violences et au psychotraumatisme. C'est important d'être cru et reconnu dans ce qui a été vécu. Les professionnels qui m'entourent me reconnaissent comme ayant été victime, reconnaissent mes enfants comme victimes, donc je l'assume. J'ai plusieurs suivis. J'ai un psychiatre, tout ce qui est traitement et les arrêts de travail, les choses comme ça, et la coordination aussi. J'ai une psychologue EMDR, c'est un super outil. Il faut être prête, il faut être déjà reconstruite, mais c'est un super outil. Et moi, ce qui m'a permis de me reconstruire justement suffisamment pour supporter et continuer de travailler avec le MDR, c'est je suis suivie en hôpital 2 jours.
J'ai eu la chance de trouver cet établissement où je fais des ateliers en fait de médiation, que ce soit corporel, artistique, voilà. Donc des groupes de parole, des activités du sport, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment ce qui me permet d'avoir un équilibre. Merci à Emmanuelle pour sa confiance et son courage d'avoir témoigné au micro d'Hippocampe. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve dans quelques semaines avec Anne-Laure Buffet en continuité avec cet épisode où l'on échangera sur l'emprise. Retrouvez-moi sur Instagram, hippocampe-podcast. À bientôt.